Nous continuons maintenant avec le Togo. Une mission de l'ONU et de la CEDEAO est à Lomé, une délégation conjointe de l'Organisation des Nations Unies de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est à Lomé depuis lundi, où elle mène des consultations avec les parties prenantes au processus électoral en vue d'une présidentielle consensuelle en 2020, co-dirigée par Ibn Chambas, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, et par le général Francis Béhanzin, représentant du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Nous sommes là pour discuter avec les institutions de la République qui vont gérer les prochaines élections de 2020, le gouvernement bien sûr, mais aussi les partis politiques, a déclaré donc mardi Ibn Chambas en marge d'une rencontre avec les partis politiques. La délégation est là pour discuter avec les acteurs et les institutions des conditions d'un processus électoral apaisé. Firmin Teko, est-ce qu'on doit dire que cette mission conjointe de l'ONU et de la CEDEAO est en train de voir s'élever une sorte de fumée et ne veut pas que le feu prenne? C'est pour ça qu'elle est là? Non, le feu, parler de feu, je pense que c'est trop dit. N'oubliez pas que Agome Kodjo a fait appel aux Nations Unies il y a de cela quelques jours, même quand il s'était agi de critiquer la loi sur les manifestations publiques, il y a des organisations de la société civile qui ont également envoyé des courriers aux Nations Unies. Donc les Nations Unies sont interpellées en ce qui concerne l'organisation du processus électoral au Togo. Donc, c'est normal que ces institutions internationales descendent sur le terrain pour voir un peu ce qui se passe. C'est l'opposition qui leur a fait appel. Maintenant, quand elles descendent sur le terrain, la première des choses, c'est de chercher à savoir si les règles organisant ou régissant l'organisation des élections est violée. Donc, elles discutent avec l'État d'abord, après discuter avec les partis politiques pour voir. Donc, elles ne viennent pas en réalité pour remettre à zéro tout ce qui se fait. Non, elles s'assurent de la légalité du processus. Si tout est OK, et puis c'est fini. Donc, elles ne vont pas venir ici pour mettre fin ou suspendre tout le processus. Il faut que les gens le sachent. Si les gens croient que ces organisations descendent, c'est parce qu'elles ne veulent pas de la candidature de Faure Gnassingbé ou ne veulent pas que le processus se poursuive. Je pense qu'ils se trompent. Sinon, en réalité, il n'y a pratiquement pas grand-chose à signaler. Regardez par exemple, même en 2015, il y avait à Rio, Alberto Olympio, qui avait parlé du fichier électoral avec des doublons par-ci, par-là. Et il y avait l'OIF qui était descendu sur le terrain et la conclusion à laquelle cette organisation était parvenue, c'était un fichier électoral, un fichier non fiable, mais consensuel. Donc je pense qu'à la fin de... Ils n'ont pas dit non fiable, un fichier consensuel. Consensuel, ça veut dire que c'est pas fiable. Donc c'est des discours diplomatiques qui vont tenir. Sinon, en réalité, il n'y a pas feu, en réalité. Jean-Paul, il y a matière à ce que cette mission vienne? Non, je ne crois pas que ce soit simplement au Togo que cette mission est venue. Vous savez que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup d'élections dans la sous-région et au-delà de la sous-région. Et on est quand même dans un contexte socio-politique, sécuritaire particulier, avec tout ce qui se passe dans le Sahel, et avec les tensions annoncées dans des pays comme la Côte d'Ivoire, etc. Donc, je crois que c'est pour s'imprégner de ces situations et éviter que, justement, ça dégénère dans certains pays et en ajouter ainsi à une situation déjà compliquées que ces missions, qui sont plutôt des missions de prévention, à mon avis, sont dépêchées dans ces pays-là. Et je crois que c'est une bonne chose que, de temps en temps, ces institutions auxquelles certains font appel lorsque ils estiment qu'il y a matière, que ces institutions, de façon périodique, viennent s'informer de la situation qui règne dans nos pays, surtout à la veille d'échéances
aussi importantes qui sont les échéances les plus, les plus tendues, beaucoup plus que les législatives qu'on a connues l'année dernière. Donc, pour moi, ça participe à la vie démocratique. À quelque chose de quasi normal que ces institutions viennent dans notre pays pour échanger avec les uns et les autres. Francisco, donc, mission de routine. Bon, mission de routine, je saurais le dire. Qui les a fait appel, c'est eux-mêmes qui sont venus, c'est les partis politiques, c'est le pouvoir qui les a appelés pour peut-être, je ne sais pas. Mais c'est que ces chambres africaines, même que ce soit l'ONU, pour l'ONU, on sait que depuis quelques années, je crois, au niveau de la C14, et qui avait même souhaité que, comment on l'appelle, les élections présidentielles au Togo soient placées sous le gide des Nations Unies, comme ça a été, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas empêché les contestations en Côte d'Ivoire, la guerre. Ça n'a pas empêché les contestations, mais ce que sont devenues ces institutions, parce que comment ça fonctionne, on a l'impression que les gens ont transformé ces chambres en des institutions de copinage ou commerciales en quelque sorte. Et nous avons vu tout le rôle que, par exemple, le général Béanzin, comment il s'était dévolu pour que les élections de décembre législatives se passent, décembre 2018 se passe. Il était totalement action en opération commando pour le pouvoir de Lomé II. Et puis Ibn Chambas, ce n'est pas un homme qui a quand même une bonne presse au niveau de la classe de l'opposition, même de la société civile. Et donc, en fait, c'est des institutions qui sont guidées par des idéaux qui sont clairs sur le papier, mais dans le fonctionnement, on a l'impression que ça devient un syndicat de personnes et pour voler au secours de certains et laisser la majorité sur le bon travail de côté. Donc, à l'espèce, on vole au secours de qui? Non, souvent, il vole au secours de ceux qui sont au pouvoir et qui souvent ont les moyens. Il ne faut pas se le cacher de le dire. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont consulté tout le monde, ils n'ont pas fait de parti pris. En fait, c'est la perception, c'est ce qu'ils affichent. Parce qu'on ne peut pas voir comment ce que la CEDEAO avait une feuille de route avait établi avant d'en arriver aux élections législatives du 20 décembre 2018 et comment subitement ils ont comment l'appelle-t-on, ils ont tourné le dos carrément à cette feuille de route. C'était la lecture, ça. C'est après, lorsque les gens se sont assurés d'avoir une majorité mécanique à l'Assemblée nationale, qu'ils ont procédé aux réformes. Et tout le monde a vu ces réformes, comment c'est fait, comment c'est bâclé. Okay? Non, je crois que souvent, ce procès fait à ces institutions, à ceux qui les animent, en tout cas ceux qui les représentent chez nous, parce que la classe politique, enfin certains acteurs de la classe politique de l'opposition souhaitent ou désirent que ces personnalités ou ces institutions se substituent à eux dans leur combat quotidien. Il n'appartient pas à Ibn Chambas ou au général Béanzin de parachever la lutte que mènent les Jean-Pierre Fabre, les Tipi, Achadam et tout ça. Il ne leur appartient pas de décider finalement quand doivent avoir les élections, dans quelles conditions et tout ça. Les gens se sont engagés en politique, ils ont créé des formations politiques, ils animent. Il leur appartient d'en tirer toutes les conséquences et de se battre pour atteindre leurs objectifs. Donc on ne peut pas demander à l'ONU finalement de remplacer l'ANC et puis à la CEDEAO de remplacer le PNP. Ils contribuent comme ils peuvent. Je me rappelle, pour revenir à l'exemple de 2018, que c'est ces institutions qu'on dénonce aujourd'hui, que c'est les mêmes qui ont tout fait pour qu'à un moment donné, la CENI, par exemple, soit recomposée et que la C14 envoie de ses membres. Mais la C14 a refusé parce que la C14 était dans une logique, enfin, dans sa propre logique à l'époque. Ces institutions ont fait un certain nombre de choses. Comment le scénario non, on va pas refaire tout le match parce qu'on n'a jamais été d'accord sur la question. Je crois qu'aujourd'hui, cette décision que nous, on avait regrettée à l'époque parce qu'on a considéré que c'était improductif,
aujourd'hui, ces décisions se retournent contre ceux qui les ont prises. On va parler peut-être de la plateforme revendicative. Aujourd'hui, quand j'entends certains demander ou réclamer, voire exiger que la CENI soit recomposée pour qu'ils y siègent, ben ça me fait rire parce que de ça, on en a parlé longuement en leur disant si vous n'allez pas aux élections, vous ne serez pas à la CENI pour la présidentielle de 2020 et vous ne serez pas non plus à la CENI pour les prochaines législatives de 2023. Donc si on prend des décisions politiques, il faut après être en mesure de les assumer plutôt que d'accuser systématiquement des gens qui sont censés venir vous écouter, vous accompagner, mais jamais se substituer à vous. Oui, Firmin. Moi, je ne vois même pas ce qui se passe, où se pose fondamentalement le problème. Parce que, à mon sens, ces institutions n'ont jamais trouvé cette opposition sérieuse. C'est une opposition qui... Moi, n'ont jamais dit ça. Oui, à la lecture des choses. Parce que vous imaginez en 2018 ou 2017-2018, comment la CEDEAO a été aux côtés de cette opposition-là pour gérer tout le dialogue. Elle a trouvé cette opposition tellement radicale. La CEDEAO a tellement travaillé avec l'opposition. On leur demande tout ce que l'opposition réclamait à l'époque. La CEDEAO était obligée de mettre une certaine pression sur le pouvoir, jusqu'à arriver à 8-8. On disait, aller à la CENI, ils disent on doit être 8, ça doit être paritaire. Donc ça a été tellement difficile pour le pouvoir. Et ça a été difficile pour l'UFC à l'époque. Parce qu'on a demandé à l'UFC, mais c'est vous qui constituez maintenant le problème, sortez de la CENI. Et ça a été tellement difficile. Il y a eu une certaine pression sur J.K. Solimpo. Il a fallu l'appel de certains chefs d'État, dont l'Ivoirien, le Guinéen et le Ghanéen, avant que J.K. Solimpo ne fasse sortir son membre ou son représentant de la CENI. Donc, ces institutions, finalement, ont trouvé cette opposition pas trop sérieuse. Donc, l'histoire montrait que la plupart des institutions qui ont eu à travailler avec l'opposition sont toujours parties déçues. Donc, que l'opposition ne pense pas que le fait que la CEDEAO et les Nations Unies viennent maintenant, c'est pour demander peut-être à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir en 2020, comme c'était leur souhait à l'époque, ou demander à ce qu'on recompose fondamentalement la CENI ou qu'on retouche le fichier électoral. Non, je pense que ce n'est pas leur rôle. Je pense que le processus a été déjà enclenché. On va s'assurer juste de la légalité du processus et permettre à ce que le processus aille jusqu'au bout. Sinon, rien ne va pratiquement changer, quoi. Francisco Ibn Chambas, dans ses déclarations, il a dit clairement que la délégation est là pour discuter avec les acteurs et les institutions des conditions d'un processus électoral apaisé. Donc on comprend pour eux, la préoccupation de la communauté internationale, c'est que le scrutin au Togo soit apaisé. Ah oui, c'est la chanson, si ce n'est pas... Ils l'ont toujours dit. Mais les élections au Togo, on sait. Aujourd'hui, les gens, beaucoup disent, c'est leur champion, Messi ou rien. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que... C'est ce qui se dit aussi dans tous les états-majors. Oui, dans tous les états-majors, parce que ça veut dire que le terrain est déjà en train de se préparer pour un processus non paisible. Déjà, même les conditions d'organisation sont très décriées par les adversaires. Donc, en fait, on a besoin fondamentalement d'avoir de bonnes institutions pour travailler et instaurer un minimum de climat de confiance pour pouvoir avancer. On ne va pas rester avec toute notre vie qu'on a connu que élection, violence, protestation avant élection, des trucs. Ce n'est pas... Moi, je ne sais pas. Dans ces conditions, quels que soient les projets que vous portez, ça ne peut jamais, ça ne peut jamais prospérer. Et donc, on a besoin, bien sûr, la communauté internationale aujourd'hui vient et dit voilà, c'est ce que nous allons, élection apaisée. Parce qu'eux-mêmes, ils sentent que ce qu'ils ont déjà semé par le passé, comment l'appelle-t-on, ça continue, le ballon continue de gonfler. Donc, à un moment donné, ça peut exploser. Et ce n'est pas bon pour nos pays. Regardez déjà au niveau des pays sans littoral, on a déjà les problèmes du djihadisme et autres. Vers chez nous, si on va faire les élections avec des problèmes, il y a la Côte d'Ivoire là aussi. C'est aussi l'une des raisons qui justifie la mission aussi. Oui, justement. C'est-à-dire rappeler à tout le monde qu'au-delà de tout, il faut préserver l'acquis de la paix.
c'est important. Moi, je ne sais pas comment est-ce que les Togolais ne peuvent pas rester, puis s'entendre et puis mettre une gouvernance qui va permettre de faire ce qu'on appelle l'alternance, même si les gens disent que l'alternance n'est pas une... Je ne peux pas dire. Non, parce que écoutez, les gens reposent leurs problèmes sur pratiquement le Togo. Bien sûr, il y a des hommes d'affaires, les businessmen qui sont rentrés dans toutes ces institutions, qui ont leur part. Mais je vous ai toujours dit que lorsque nous prenons le Togo aujourd'hui, c'est l'arrière-pays sinon depuis longtemps, l'arrière-pays de l'Iterland. Est-ce que vous voyez? La dernière fois, je disais que quand vous voyez, les gens s'installent progressivement et puis il y a le terrorisme chez eux, ils continuent de vider, ils viennent. Ils accueillent, même maintenant, ils sont dans le foncier rural. Est-ce que vous voyez? Donc pour eux, si on envoie par exemple un Sangaré ou bien un général malien ou burkinabé, nigérien, pour venir nous résoudre les problèmes au Togo, ne pensez pas qu'il va résoudre le Togo. Mais quel est le problème là qu'il va résoudre? Il sera là pour accompagner afin que ces ressortissants soient et continuent, n'est-ce pas, je propose qu'on aille à la pause et au retour, on peut continuer de parler du sujet puisque c'est le Togo également qui va encore suivre.